Colas Brognon de Romain Rolland. La peste, premier jour de juillet. On dit bien, le mal s'en va à pied, mais il vient à cheval. Il s'est mis postillon de Roulier d'Orléans pour nous rendre visite. Lundi de la semaine passée, un cas de pestilence fut semé à Saint-Fargeau. Mauvaise graine, prompte croissance. À la fin de la semaine, il y en avait 10 autres. Puis, se rapprochant de nous, hier, la peste éclate à Coulanges-la-Vineuse. Beau bruit dans la mare aux canards. Tous les braves ont pris les jambes à leur cou. Nous avons emballé femmes, enfants et oisons, et nous les avons expédiés au loin, à Montenoison. À quelque chose, malheur est bon. Il n'y a plus de caquet dans ma maison. Florimond est parti aussi avec les dames, prétextant, le capon, qu'il ne pouvait quitter sa Martine près d'accoucher. Des gros messieurs, beaucoup trouvèrent de bonnes raisons pour faire un tour de promenade, la voiture attelée. Le jour leur sembla bon pour aller voir comment se portait leur moisson. Nous autres qui restions, nous faisions les farceurs. Nous nous gaussions de ceux qui prenaient des précautions. Messieurs les échevins avaient posé des gardes aux portes de la ville, sur la route d'Auxerre, avec ordre sévère de chasser tous les pauvres émanants du dehors qui essaieraient d'entrer. Pour les autres, gens à huppe et bourgeois dont la bourse était saine, ils devaient se soumettre du moins à la visite de nos 3 médecins, maître Étienne Loiseau, maître Martin Frottier et maître Philibert Desvaux, affublés pour parer aux assauts du fléau, d'un long nez plein d'onguents, d'un masque et de lunettes. Cela nous faisait bien rire, et maître Martin Frottier, qui était un bonhomme, ne put tenir son sérieux. Il arracha son nez, disant qu'il ne se souciait de faire la coque cigrue et qu'il ne croyait point à ces billevesées. Oui, mais il en mourut. Il est vrai que maître Étienne Loiseau, qui croyait à son nez et couchait avec lui, mourut, ni plus ni moins. Et seul en réchappa maître Philibert Desvaux, qui, plus avisé que ses confrères, abandonna non son nez, mais son poste. Ça, je brûle l'étape, et me voici déjà à la queue de l'histoire, avant d'avoir seulement arrondi mon exorde. Recommençons, mon fils, et, de nouveau, prenons notre chèvre à la barbe. Cette fois, la tiens-tu ? Donc nous faisions les bons Richards sans peur. On se croyait si sûr que la peste ne nous ferait pas l'honneur de sa visite. Elle avait le nez fin, disait-on, le parfum de nos tanneries l'offusquait. Chacun sait qu'il n'y a rien de plus sain. La dernière fois qu'elle vint dans le pays, c'était vers l'an 1580. J'avais l'âge d'un vieux bœuf, 14 ans. Elle avança le nez jusqu'au seuil de notre huit, et puis, l'ayant flairé, s'en était retournée. Ce fut alors, nous les avons bien plaisantés depuis, que les gens de Châtel-Sansoire, mécontents de leur patron, le grand saint potentien qui les protégeait mal, l'avaient mis à la porte, prirent à laisser un autre, puis un autre, puis un autre. Ils en changèrent 7 fois, élisant tour à tour Savinien et Pèlerin, Philibert et Hilaire. Même, ne sachant plus à quel saint se vouer, ils se vouèrent à celui, les gaillards, d'une sainte, et, faute de potentien, ils prirent Potentiane. Nous nous remémorions en riant cette histoire, bons lurons, fanfarons et vaillants esprits forts. Pour montrer que nous ne donnions dans ces superstitions, non plus que dans celles des médecins échevins, nous allâmes bravement à la porte du Chastelot, faire la conversation par-dessus les fossés avec ceux qui restaient sur l'autre rive échouée. Même par forfanterie, certains trouvaient moyen de se glisser dehors et d'aller boire une pinte dans une auberge proche, avec quelqu'un de ceux au nez de qui la porte du paradis était fermée, voire avec un des anges postés pour la garder, car ils ne prenaient pas leur faction au sérieux. Moi, je faisais comme eux. Pouvais-je les laisser seuls ? Était-il supportable que d'autres, à ma barbe, s'ébaudissent, s'ébattissent et dégustassent ensemble fraîches nouvelles et vin frais ? J'en eusse crevé de dépit. Je sortis donc, voyant un vieux fermier que je connaissais bien, le père Grattepin de Mailly-le-Château. Nous trinquâmes ensemble. C'était un gros réjoui, rond, rouge et râblé, qui luisait au soleil de sueur et de santé. Il faisait le glorieux, encore bien plus que moi, narguant la maladie et disant que c'était invention des médecins. Il n'y avait que de pauvres hères, à l'en croire, qui mouraient non de mal, mais de peur. Il me disait « Je vous donne ma recette pour rien.
Tiens tes pieds bien au chaud, tiens vide tes boyaux, ne vois pas Marguerite, de tout mal sera quitte. Nous passâmes une bonne heure à nous souffler dans le nez. Il avait la manie de vous tapoter la main et de vous pétrir la cuisse sous le bras en parlant. Je n'y pensais pas alors. J'y pensais le lendemain. Le lendemain, le premier mot que me dit mon apprenti fut « Vous savez, patron, le père Grattepin est mort. » Ah, je ne fus pas fière. J'en eus froid dans le dos. Je me dis « Mon pauvre ami, tu peux graisser tes bottes, ton histoire est finie ou ne tardera guère. » Je vais à mon établi, je me mets à bricoler, afin de me distraire. Mais je vous prie de croire que je n'avais guère la tête à ce que je fabriquais. Je pensais « Sotte bête, cela t'apprendra à faire le malin. » Mais en Bourgogne, nous ne sommes pas hommes à nous casser la tête sur ce qu'il fallait faire le jour d'avant-hier. Nous sommes dans cette journée. Par Saint-Martin, tenons-nous-y. Il s'agit de se défendre. L'ennemi ne m'a pas encore. Je songeai un moment à demander conseil à la boutique de Saint-Côme. Les médecins, vous m'entendez bien. Mais je n'eus garde et n'en fis rien. J'avais, malgré mon trouble, suffisamment gardé du bon sens de chez nous pour me dire « Fils, les médecins n'en savent pas plus que nous. Ils prendront ta pécune, et pour tout ton potage, ils t'enverront gésir dans un parc à pesteux, où tu ne manqueras point d'en pester tout à fait. Garde-toi de leur rien dire. Tu n'es pas folle peut-être. S'il ne s'agit que de mourir, nous le ferons bien sans eux. Et par Dieu, ainsi qu'il est écrit, en dépit des médecins, nous vivrons jusqu'au trépas. » J'avais beau m'étourdir et faire le flambard, je commençais à me sentir l'estomac remuer. Je me tâtais ici, puis là, puis... Aïe! Cette fois c'est elle. Et le pire, venue l'heure du dîner, devant une potée de gras haricots rouges cuits dans le vin avec des tranches de salé, aujourd'hui que j'en parle, j'en pleure de regret. Je n'eus pas le courage d'ouvrir les mandibules. Je pensais, le cœur serré, assurément je m'en vas. L'appétit est défunt, c'est le commencement de la fin. Or donc, sachons au moins mettre nos affaires en ordre. Si je me laisse mourir ici, ces brigands d'échevins feront brûler ma maison, sous prétexte sornette, que d'autres y prendront la peste. Une maison toute neuve. Faut-il que le monde soit méchant ou soit bête? Plutôt que cela soit, j'aimerais mieux sur mon fumier crever. Nous les attraperons bien, ne perdons pas de temps. Je me lève, je mets mon habit le plus vieil. Je prends 3 ou 4 bons livres, quelques belles sentences, des contes gras de Gaulle, des apophthegmes de Rome, les mots dorés de Caton, les serrés de Bouchet et le Nouveau Plutarque de Gilles Corrozet. Je les mets dans ma poche avec une chandelle et un quignon de pain. Je congédie l'apprenti, je ferme mon logis, et bravement, je vas à mon Coutat, hors de la ville, passer la dernière maison, sur la route de Beaumont. Le logis n'est pas grand. Une bicoque, une pièce de débarras où l'on met les outils, une vieille paillasse et une chaise défoncée. Si l'on doit les brûler, le mal ne sera pas grand. Je n'étais pas arrivé que je commençais de claquer du bec, comme un corbeau. La fièvre me brûlait. J'avais un point de côté et le gésier tordu, comme s'il était retourné. Lors, que fis-je, braves gens? Que vais-je vous raconter? Quels actes héroïques, quel magnanime front opposé, à l'instar des grands messieurs de Rome, à la fortune ennemie et au mal de ventre? Braves gens, j'étais seul, et personne ne me voyait. Vous pensez si je me suis gêné pour jouer devant les murs le Régulus romain? Je me jetai sur la paillasse et je me mis à braire. N'en avez-vous rien ouï? Ma voix était fort claire. Elle aurait pu porter jusqu'à l'arbre de Sambert. Ah, géniai-je, Seigneur, se peut-il que vous persécutiez un si bon petit homme qui ne vous a rien fait? Oh, ma tête! Oh, mes flancs! Qu'il est dur de s'en aller à la fleur de ses ans. Hélas, tenez-vous vraiment à me rappeler si tôt? Oh, oh, mon dos! Certes, je serais charmée, honorée, veux-je dire, de vous rendre visite, mais puisque nous devons toujours nous voir un peu plus tard, un peu plus tôt, à quoi bon cette hâte? Ah, ah, la rate! Je ne suis pas pressée. Seigneur, je ne suis rien qu'un pauvre vermisseau.
S'il n'est d'autre moyen, soit faite votre volonté. Vous le voyez, je suis humble et doux, résigné. Sacré pan, veux-tu bien lever le camp? Qu'a donc cet animal à me ronger le côté? Lorsque j'eus bien braillé, je n'en souffrais pas moins, mais j'avais dépensé ma vigueur pathétique. Je me dis, tu perds ton temps, ou il n'a pas d'oreille, ou ce sera tout comme. S'il est vrai, comme on dit, que tu es son image, il n'en fera qu'à sa tête. Tu t'égousilles en vain, ménage ton haleine. Tu n'en as plus peut-être que pour 1 heure ou 2, et tu vas, imbécile, la gaspiller au vent. Jouissons de ce qui nous reste de cette belle vieille carcasse qu'il nous faudra quitter. Là, mon ami, ce sera bien malgré moi. On ne meurt qu'une fois. Au moins, satisfaisons notre curiosité. Voyons comment on fait pour sortir de sa peau. Lorsque j'étais enfant, personne ne savait mieux, avec des branches de saule, fabriquer de beaux flutiaux. Du manche de mon couteau, je cognais sur l'écorce, jusqu'à ce qu'elle se dépiautât. Je suppose que celui qui me regarde de là-haut est en train de s'amuser de même avec la mienne. Hardi, s'en ira-t-elle? Aïe! Le coup était bon! Est-il permis qu'un homme de cet âge se plaise à des balivernes de petits garçons? Ça, Brognon, ne lâche point, et tandis que l'écorce tient encore, observons et notons ce qui se passe dessous. Examinons ce coffre, écumons nos pensées, étudions, ruminons, remâchons les humeurs, qui, dans mon pancréas, se remuent, font remous et querelles d'Allemands. Savourons ces coliques, sondons et retâtons nos tripes et nos rognons. Ainsi, je me contemple. De temps en temps, j'interromps, pour brailler, mes investigations. La nuit ne passait guère. J'allume ma chandelle, je la fiche dans le goulot d'une vieille bouteille. Elle fleurait le cassis, mais le cassis était loin, image de ce que je promettais d'être avant le lendemain. Le corps était parti, il ne restait plus que l'âme. Tordu sur ma paillasse, je m'efforçais de lire. Les apophthegmes héroïques des Romains n'eurent aucun succès. Au diable ces hâbleurs! Chacun est né pour aller à Rome. Je hais le sot orgueil. Je veux avoir le droit de me plaindre tout mon soûl lorsque j'ai la colique. Oui, mais lorsqu'elle s'arrête, je veux rire, si je puis. Et j'ai ri, vous ne me croirez pas. Mais alors que j'étais tout dolent, comme noix en un boisseau, que me claquaient les dents, en ouvrant au hasard le livre de facéties de ce bon monsieur Bouchet, j'en trouvai une si belle, croustillante et dorée, vin bon Dieu, que je suis partie d'un éclat de rire. Je me disais, c'est trop bête, ne ris donc pas, tu vas te faire du mal. Ah bien, je n'arrêtais de rire que pour braire, de braire que pour rire. Et je brais, et je ris. La peste en riait aussi. Ah, mon pauvre petit gars, j'ai t'y brais, j'ai t'y ri. Quand vint le point du jour, j'étais bon à mettre en terre. Je ne tenais plus debout. En me traînant à genoux, je parvins à l'unique lucarne qui donnait sur la route. Au premier qui passa, j'appelai, d'une voix de peau cassée. Il n'eut pas besoin pour comprendre d'entendre. Il me vit, il se sauva avec des signes de croix. Moins d'un quart d'heure après, j'avais l'honneur d'avoir 2 gardes devant ma maison, et défense me fut faite de franchir la porte d'Issel. Là, je n'y songeais guère. Je priais qu'on allât chercher mon vieil ami, maître Paillard le notaire, à Dornecy, afin de rédiger mes dernières volontés. Mais ils avaient si peur qu'ils craignaient jusqu'au vent de mes mots, et je crois ma parole que par peur de la peste, ils se bouchaient les oreilles. Enfin, un brave petit champi, garde d'Oueil, bon petit cœur, qui me voulait du bien parce que je l'avais surpris une fois picorant mes cerises et que je lui avais dit « Beau merle, pendant que tu y es, cueille-en aussi pour moi », se faufila près de la fenêtre, écouta et cria « Monsieur Brognon, j'y vas !» Ce qui se passa ensuite, je serais bien en peine pour vous le raconter. Je sais que, de longues heures, vautré sur ma paillasse, de fièvre je tirais la langue comme un veau. Des claquements de fouet, des grelots sur la route, une grosse voix connue, je pense, Paillard est venu. Je cherche à me relever. Ah, vertu de ma vie! Il me semblait que je portais Saint-Martin sur ma nuque et Sambert sur mon croupion. Je me dis, quand il y aurait encore les roches de Basseville,
Il faut que tu y ailles. Je tenais, voyez-vous, à faire enregistrer, j'avais eu le temps la nuit de ressasser ses pensées, certaines dispositions, clauses testamentaires, qui me permit d'avantager Martine et Saglody sans contestation de mes 4 garçons. Je hisse à la lucarne ma tête qui pesait plus que Henriette, la grosse cloche. Elle tombait à droite, à gauche. J'aperçois sur la route 2 bonnes grosses figures qui écarquillaient les yeux d'un air épouvanté. C'étaient Antoine Paillard et le curé Chamaille. Ces braves amis, pour me voir encore vivant, avaient brûlé le pavé. Je dois dire qu'après qu'ils m'eurent vu, leur feu se mit à fumer. Sans doute, afin de mieux contempler le tableau, ils firent tous les 2 3 pas en arrière. Et ce sacré Chamaille, pour me rendre du cœur, me répétait « Seigneur, que tu es vilain! Ah, mon pauvre garçon, tu es vilain, vilain! Vilain comme l'art jaune! » Moi, je dis, de humer leur santé par un effet contraire, cela ragaillardissait mes esprits animaux. « Je ne vous offre pas d'entrée, vous me semblez avoir chaud. »« Non merci, non merci !» s'exclament-ils tous 2. « Il fait très bon ici. » Accentuant leur retraite, ils se retranchent auprès de la voiture. Pour se donner une contenance, Paillard secouait le mort de son bidet, qui n'en pouvait mais. « Et comment te trouves-tu » me demanda Chamaille, qui avait l'habitude de causer avec les défunts. « Eh, mon ami qui est malade, il n'est pas aise, » répondais-je en branlant la tête. « Ce que c'est que de nous, tu vois, mon pauvre Colas, ce que je t'avais toujours dit. Dieu est le Tout-Puissant, nous ne sommes que fumée, fumier. Aujourd'hui en chair, demain en bière. Aujourd'hui en fleurs, demain en pleurs. Tu ne voulais pas me croire, tu ne pensais qu'à te gaudir. Tu as bu le bon, tu bois la lie. Va, Brognon, ne t'afflige point, le bon Dieu te rappelle. Ah, quel honneur, mon fils! Mais il faut pour le voir t'habiller proprement. Ça, viens que je te lave. Préparons-nous, pêcheurs. Je réponds. Tout à l'heure, nous avons le temps, curé. Brognon, mon ami, mon frère, ah, je vois bien que tu es toujours attaché au faux bien de la terre. Qu'a-t-elle donc de si plaisant? Ce n'est qu'inanité, vanité, calamité, dol, cautèle et malice, nasse-borgne, embuscade, douleur, décrépitude. Que faisons-nous ici? Je réplique. Tu me navres, jamais je n'aurai le courage, Chamaille, de t'y laisser. Nous nous reverrons, dit-il. Que n'allons-nous ensemble? Enfin, je passe devant. La devise de Monsieur de Guise, à chacun son tour. Suivez-moi, gens de bien. Ils n'eurent pas l'air d'entendre. Chamaille fit la grosse voix. Le temps passe, Brognon, et tu passes avec lui. Le malin, le mot fait, te guette. Veux-tu que la pute bête happe ton âme encrassée pour son garde-manger? Allons, Colas, allons! Dis ton Confiteor, prépare-toi, fais cela, mon petit garçon, fais cela pour moi, compère. Je le ferai, dis-je, je le ferai, pour toi, pour moi et pour lui. Dieu me garde de manquer aux égards que je dois à toute la compagnie. Mais s'il te plaît, je veux d'abord dire 2 mots à monsieur mon notaire. Tu les diras après. Point. Maître Paillard, premier. Y penses-tu, Brognon, faire passer l'Éternel après le tabellion? L'Éternel peut attendre ou se promener s'il lui plaît, je le retrouverai bien. Mais la terre me quitte. La politesse veut que l'on fasse visite à qui vous a reçu, avant d'en faire à qui vous recevra, peut-être. Il insista, pria, menaça, cria. Je n'en démordis point. Maître Antoine Paillard tira son écritoire et, sur la borne assis, rédigea dans un cercle de curieux et de chiens mon testament public. Après quoi je disposai de mon âme gentiment, comme j'avais fait de mon argent. Lorsque tout fut fini, Chamaille me continuait ses exhortations, je dis d'une voix mourante « Baptiste, reprends haleine, c'est très beau ce que tu dis, mais pour homme altéré, conseil d'oreille ne vaut pas une groseille. À présent que mon âme est prête à monter en selle, je voudrais au moins boire le coup de l'étrier. Chant de bien, une bouteille !»
Oh, les braves garçons! Non moins que bons chrétiens, tous deux bons bourguignons, comme ils ont bien compris ma dernière pensée. Au lieu d'une bouteille, ils m'en apportèrent 3, Chablis, Pouilly et Rancy. De la fenêtre de mon bateau qui allait vers l'ancre, je jetai une corde. Le champi y attacha un vieux panier d'osier, et de mes dernières forces, je hissai mes derniers amis. À partir de ce moment, retombé sur ma paillasse, les autres étant partis, je me sentis moins seul. Mais je n'essaierai point de vous faire le récit des heures qui suivirent. Je ne sais comment il se fait que je n'en retrouve plus le compte. Il faut qu'on m'en ait volé 8 ou 10 dans ma poche. Je sais que j'étais enfoncé dans un vaste entretien avec la Trinité des esprits en bouteille, mais de ce que nous disions, je ne me rappelle rien. Je perds Colas Brognon. Où diable est-il passé? Vers minuit, je le revois, assis dans son jardin, étalé des 2 fesses sur une plate-bande de fraises grasses, moelleuses et fraîches, et contemplant le ciel au travers des rameaux d'un petit doyenné. Que de lumière là-haut et que d'ombre ici-bas. La lune me faisait les cornes. À quelques pas de moi, un tas de vieux sarments noirs, tortus et griffus, avait l'air de grouiller comme un nid de serpent et me regardait avec des grimaces diaboliques. Mais qui m'expliquera ce que je fais ici? Il me semble, tout se mêle dans mon esprit trop riche, que je m'étais dit « Debout, chrétien, un empereur romain ne meurt pas, mon colas, le cul sur son matelas. Sursum corda, les bouteilles sont vides. Consummatum est, plus rien à faire ici, allons haranguer nos choux. » Et il me semble aussi que je voulais cueillir des eaux, parce qu'on les disait souverains contre la peste, ou parce que, faute de vin, il faut se contenter d'eau. Ce qui est sûr, c'est qu'à peine j'eus mis le pied, et le séant suivi, sur la terre nourricière, je me sentis saisi par l'enchantement de la nuit. Le ciel, comme un grand arbre rond et sombre, étendait sur moi sa coupole de noyer. À ses rameaux pendaient des fruits par milliers. Mollement balancées et brillantes, comme des pommes, les étoiles mûrissaient dans les ténèbres tièdes. Les fruits de mon verger me semblaient des étoiles. Toutes se penchaient vers moi afin de me regarder. Par des milliers d'yeux je me sentais épié. De petits rires couraient dans les plants de fraisiers. Dans l'arbre au-dessus de moi, une petite poire aux joues rouges et dorées, d'un filet de voix claire et sucrée, me chantait « Aubépine, prends racine, petit homme gris, comme les vrilles de la vigne, agrippe-toi à mon échine pour monter au paradis. Prends racine, petit homme gris. » Et de toutes les branches du verger de la terre et de celui du ciel, un chœur de petites voix chuchotantes, chevrotantes et chantantes répétait « Prends racine, prends racine. » Lors, j'enfonçai mes bras dans ma terre et je dis « Veux-tu de moi? Moi, je veux bien. » Ma bonne terre grasse et molle, j'y entrai jusqu'au coude, elle fondait comme un sein, et je la fourrageais des genoux et des mains. Je la pris à bras-le-corps, j'y marquai mon empreinte, de l'orteil jusqu'au front. J'y fis mon lit, je m'y carrai. Étendu tout du long, je regardais le ciel et ses grappes d'étoiles, bouche bée, comme si j'attendais qu'une d'elles vînt me pleuvoir sous le nez. La nuit de juillet chantait un cantique des cantiques. Un grillon ivre criait, 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 à s'en faire périr. La voix de Saint-Martin, soudain, sonna 12 heures, ou bien 14 ou 16, sûrement ce n'était pas une sonnerie ordinaire. Et voici que les étoiles d'en haut et celles de mon jardin se mettent à carillonner. Ô Dieu, quelle musique! Le cœur m'en éclatait et mes oreilles grondaient comme les vitres quand il tonne. Et du fond de mon trou, je voyais s'ériger un arbre de Jessé, un cep de vigne, tout droit, tout empenné de pampres, qui me montait du ventre. Je montais avec lui, et me faisait escorte tout mon verger, chantant. À la plus haute branche, une étoile suspendue dansait comme une perdue, et la tête renversée en arrière pour la voir je grimpais, bramant à plein poumon. « Grain de chasse-là, ne t'en va pas! Hardi, Colas! Colas, Torah, Alléluia !» J'ai dû grimper, je pense, une partie de la nuit, car j'ai chanté des heures à ce qu'on m'a dit depuis.
J'en chantai de toutes sauces, du sacré, du profane, et des de profundis, et des épithalames, des Noëls, des laudates, fanfares et rigodons, des chansons édifiantes et d'autres qui étaient gaillardes. Et je jouais de la vielle ou bien de la musette, je battais du tambour, je sonnais de la trompette. Les voisins ameutés se tenaient les côtes et disaient « Quelle trompe! C'est Colas qui s'en va! Il est fou! Il est fou !» Le lendemain, comme on dit, je fis honneur au soleil. Je ne lui disputais pas l'honneur de se lever. Il était bien midi lorsque je m'éveillai. Ah, que j'eus de plaisir à me revoir, mamie, au fond de mon fumier. Ce n'était pas que la couche fût douce, ni que je n'eusse au vrai diablement mal aux reins. Mais que c'est bon de se dire qu'on a encore des reins. Quoi, tu n'es pas parti, Brognon, mon bon ami? Que je t'embrasse, mon fils, que je tâte ce corps, ce brave petit museau. C'est bien toi, que je suis aise. Si tu m'avais quitté, jamais je ne m'en serais, non, Colas, consolé. Salut, ô mon jardin, mes melons me rient d'aise. Mûrissez, mes mignons. Mais je suis arraché à ma contemplation par deux aliborons qui, de l'autre côté du mur, braillent. « Brognon, Brognon, es-tu mort ?» C'est Paillard et Chamaille, qui, n'entendant plus rien, se lamentent, et déjà prônent mes vertus défuntes, sans doute, sur la route. Je me relève. Aïe, mes coquins de reins! Je vais tout doucement. Soudain je sors ma tête du trou de la lucarne, et je crie « Coucou, le voilà !» Ils font un saut de carpe. « Brognon, tu n'es pas mort ?» Ils riaient et pleuraient d'aise. Je leur tire la langue. « Petit bonhomme vit encore !» Croiriez-vous que ces maudits m'ont laissé 15 jours enfermé dans ma tour jusqu'à ce qu'ils fussent certains que je n'avais plus rien? Je dois à la vérité d'ajouter qu'ils ne me laissèrent manquer ni de manne ni de l'eau du rocher, j'entends celle de Noé. Même ils prirent l'habitude de venir tour à tour s'installer sous ma fenêtre afin de m'apporter les nouvelles du jour. Lorsque je pus sortir, le curé Chamaille me dit « Mon bon ami, le grand Saint-Roch t'a sauvé. Tu ne peux faire moins que d'aller le remercier. Fais cela, je te prie. » Je réponds « Je crois plutôt que c'est Saint-Irancy, Saint-Chablis ou Pouilly. »« Eh bien, Colas, dit-il, nous y mettrons d'une autre. Coupons la poire en deux. Viens, Saint-Roch, pour moi. Et moi, je rendrai grâce à Sainte-Bouteille pour toi. » Comme nous faisions ensemble ce double pèlerinage, le fidèle Paillard complétait le trio, je dis « Avouez, mes amis, que vous eussiez moins volontiers trinqué le jour que je vous demandai le coup de l'étrier. Vous ne paraissiez pas disposé à me suivre. »« Je t'aimais bien, dit Paillard, je te jure, mais que veux-tu, je m'aime aussi. L'autre dit vrai, ma chair m'est plus près que ma chemise. »« Mea culpa, grondait Chamaille, qui battait son poitrail comme une peau d'ânon. « Je suis poltron, c'est ma nature. » Qu'avais-tu fait, Paillard, des leçons de Caton? Et toi, curé, à quoi te servait ta religion? Ah, mon ami, qu'il fait bon vivre, firent-ils tous les deux avec un gros soupir. Alors nous nous embrassâmes, tous les trois, en riant, et nous dîmes « Un brave homme ne vaut pas cher, il faut le prendre comme il est. Dieu l'a fait, il a bien fait. »